Je m'appelle Gabriella, j'ai 32 ans, je suis graphiste à Chicago. Et j'ai une belle sœur qui semble avoir fait de moi sa mission personnelle à chaque réunion de famille. Mais dimanche dernier, lors du 40 anniversaire de mariage de mes parents, Vanessa est allée beaucoup trop loin. Elle s'est levée, m'a pointé du doigt, et a crié devant tout le monde que je lui avais volé son portefeuille. Le silence autour de la table, les visages. Et quand la vérité a éclaté, c'était priceless. Et le plus fou? J'avais tout vu venir. Restez avec moi, dites-moi d'où vous regardez, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce que je vais vous raconter comment la justice a enfin été rendue. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut d'abord comprendre Vanessa. Depuis le jour où mon frère Eric nous l'a présentée, il y a 6 ans, elle a voulu s'imposer comme la reine de notre famille. Vanessa vient d'une famille riche, et elle adore le rappeler. Son père possède une chaîne de concessions de voitures de luxe dans tout le Midwest. Elle a grandi dans un monde où les autres n'existent que pour l'admirer. Au début, j'ai vraiment essayé de l'accueillir. Je voulais que mon frère soit heureux. Alors si Vanessa était son choix, j'étais prête à faire un effort. Je l'ai invitée à déjeuner, proposé des virées shopping, même offert mon aide pour organiser leur mariage. Mais à chaque fois, elle trouvait une façon subtile de me rabaisser. Elle faisait des remarques sur mon appartement, trop simple. Me demandait si mes vêtements venaient d'un magasin discount. Ou disait que mon métier de graphiste était mignon. Mais pas aussi important que le sien ou que l'entreprise de son père. Et les pires moments arrivaient toujours en famille. Il y a 3 Noëls, elle a accidentellement renversé du vin rouge sur la robe que j'avais dessinée et cousue moi-même pendant des semaines. À Thanksgiving, elle a crié que c'était « courageux » de ma part. De venir dîner encore une fois toute seule, alors que tout le monde avait un partenaire. Et au baptême de ma nièce Lucie, elle a dit à tout le monde que mon cadeau était « touchant ». Vu mes moyens. J'ai tout supporté en silence. Je forçais les sourires, je ravalais ma fierté. Pas pour elle, mais pour Eric, qui semblait aveugle à tout ça. Et pour ma douce petite Lucie, qui mérite une famille capable, au moins, de faire semblant de s'aimer. Lucie a 4 ans maintenant. Elle est pure, pleine d'amour. Et l'idée de créer des tensions, qui pourrait abîmer sa relation avec la famille, m'a fait taire pendant des années. Mes parents, David et Marie, sont dans la soixantaine. Des gens calmes, bienveillants. Ils croient que la paix familiale vaut tous les sacrifices. Papa a été proviseur de lycée pendant 35 ans. Maman, infirmière. Ils nous ont appris que pardonner, c'est être fort. Et que les liens familiaux sont sacrés. Alors quand le comportement de Vanessa devenait trop évident, il changeait doucement de sujet. Ou trouvait une excuse pour nous séparer. Mon frère Eric, de 2 ans mon aîné, a toujours été au milieu de tout ça. Enfant, on était très proches. Il me protégeait des moqueries, m'a appris à faire du vélo, et m'écoutait pendant mes crises d'adolescence. Mais après avoir rencontré Vanessa, il a changé. Il est devenu distant, annulant nos dîners fraternels, trouvant toujours des excuses. Quand j'essayais de lui parler de son épouse, il se fermait aussitôt. Tu es juste jalouse, disait-il. Ou, trop sensible. Et il ajoutait. Gab, elle a juste une autre façon de communiquer. Essaie de la comprendre. Heureusement, j'avais Julia, ma petite sœur. 3 ans plus jeune que moi. Ma seule véritable alliée. Julia, c'est la rebelle de la famille. Elle dit ce qu'elle pense, peu importe les conséquences. Elle a tout de suite percé à jour Vanessa. Et n'a jamais hésité à la remettre à sa place. Ce qui, évidemment, a fait d'elle la 2e cible favorite de Vanessa. Mais Julia s'en fichait bien plus que moi. Un jour, elle m'a dit. Tu sais ton problème, Gab? Tu te soucies encore de ce que cette sorcière pense. Arrête de lui donner ce pouvoir. Facile à dire. Quand chaque dîner de famille ressemble à un champ de bataille psychologique. Tout a commencé 3 mois avant ce dîner légendaire.
Mes parents venaient d'annoncer qu'ils allaient fêter leurs 40 ans de mariage. Un cap si important méritait quelque chose de vraiment spécial. Alors, j'ai proposé d'organiser un dîner dans leur restaurant préféré. Un charmant italien, celui où ils avaient eu leur tout premier rendez-vous. J'y ai mis tout mon cœur. Pendant des semaines, j'ai tout planifié. Le menu personnalisé, une playlist remplie de chansons qui avaient marqué leur histoire, et même un diaporama avec des photos de famille. J'ai contacté leurs amis de toujours, et j'ai créé de magnifiques invitations sur mesure. Mais bien sûr, Vanessa n'a pas pu s'empêcher de s'en mêler. D'abord, elle a appelé le restaurant dans mon dos pour changer l'heure de la réservation, en prétendant que c'était plus pratique pour tout le monde. Sauf qu'elle n'avait demandé à personne. Ensuite, elle a contacté les invités et leur a suggéré un autre code vestimentaire que celui que j'avais précisé sur les invitations. Et le pire? Elle a commandé un autre gâteau. Pas celui que j'avais choisi selon les goûts de mes parents, mais le sien, plus sophistiqué, disait-elle. Quand je l'ai confrontée, elle a pris son air innocent. Oh, je croyais qu'on faisait ça ensemble. Puis, avec un sourire faux. Eric m'a dit que tu aurais peut-être besoin d'aide? Vu ton manque d'expérience avec ce genre d'événement chic. Mon frère a nié avoir dit ça. Mais il n'a pas non plus osé lui demander d'arrêter. Alors j'ai pris sur moi. J'ai fait des compromis. Et je me suis concentrée sur l'essentiel. Rendre cette soirée inoubliable pour mes parents. Le grand soir est enfin arrivé. J'étais épuisée, mais déterminée à ne pas laisser Vanessa tout gâcher. Le dîner devait se tenir chez Salvatore's, un restaurant italien niché au cœur de Little Italy, à Chicago. C'est là que mes parents avaient eu leur premier rendez-vous en 1983. Le propriétaire, Giovanni, le fils du restaurateur d'origine, m'avait aidé à réserver la table la plus romantique et à créer un menu spécial, inspiré de ce qu'ils avaient mangé ce soir-là. La salle privée baignait dans une lumière dorée, diffusée par d'anciens lustres. Chaque table avait un centre de roses rouges et blanches, les fleurs préférées de ma mère. Au mur, des photos en noir et blanc de l'Italie ancienne. Et dans l'air, le parfum irrésistible de l'ail, du pain chaud et de la sauce tomate. Je suis arrivée 2 heures plus tôt pour installer les photos encadrées de mes parents et préparer une table souvenir à l'entrée avec leurs cadeaux d'anniversaire. Un arbre généalogique illustré à la main, remontant 4 générations. À 19 heures, les invités ont commencé à arriver. Mes parents sont entrés sous les applaudissements. Maman, radieuse, portait une robe bleu marine qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Papa, fier et souriant, avait remis le costume de leur 25 anniversaire, légèrement ajusté à sa nouvelle silhouette. Les voir si heureux effaçait tout le stress de l'organisation. Jusqu'à ce que Vanessa arrive. Elle et Eric avaient 15 minutes de retard. J'ai appris plus tard que c'était parce qu'elle avait changé 3 fois de tenue. Elle a fait son entrée comme sur un tapis rouge. Une robe rouge de créateur. Un peu trop formelle pour un dîner de famille. Des diamants à ses oreilles, autour du cou et aux poignets. Et derrière elle, Lucie, sa fille, dans une version miniature de la même tenue, visiblement mal à l'aise, tirant sur son col trop serré. So sorry Violette, a lancé Vanessa, bien fort, en embrassant l'air près des joues de ma mère. Le trafic était affreux. Et je voulais absolument qu'on soit approprié pour la soirée. Certains d'entre nous comprennent l'importance de la présentation. Ses yeux ont glissé sur ma robe noire simple, choisie exprès pour ne pas voler l'attention à ma mère. J'ai vu un léger froncement de sourcils sur le visage de maman. Mais, fidèle à elle-même, elle a simplement souri. Et a fait semblant de ne rien remarquer. Maman, fidèle à elle-même, s'est contentée de remercier Vanessa d'être venue. Et de complimenter la robe de Lucie. Le plan de table avait été préparé avec soin. J'avais placé mes parents au centre de la grande table, entourés de leurs amis les plus proches. Eric, Vanessa et Lucie devaient être à une extrémité, et Julia et moi à l'autre,
avec le reste de la famille et des amis entre les deux. L'idée était simple. Laisser mes parents discuter tranquillement avec leurs amis et garder une distance raisonnable entre Vanessa et moi. Mais évidemment, Vanessa avait d'autres plans. Au moment où tout le monde s'installait, elle a déclaré bien fort. « Oh, il doit y avoir une erreur. En tant qu'épouse du fils aîné, je devrais être assise à côté de Marie. La famille doit être au plus près, surtout pour une occasion si importante, vous ne trouvez pas ?» Avant que je ne puisse dire un mot, elle avait déjà déplacé les marque-places. Et Vincent Hélène, la meilleure amie de maman, venue spécialement d'Arizona pour la fête. Le résultat? Un effet domino. Les invités ont dû changer de place. Dans un malaise général et un bruit de chaises déplacées. J'ai croisé le regard de Julia à l'autre bout de la table. Elle a juste secoué la tête. Comme pour me dire, ne fais pas de scène. Pendant l'entrée, Vanessa a monopolisé toute la conversation. Elle n'arrêtait pas de parler de ses récentes réussites. Elle venait, paraît-il, d'être promue directrice marketing dans l'entreprise de son père, même si tout le monde savait que le poste avait été inventé pour elle. Sans réelle responsabilité. C'est tellement gratifiant d'être reconnue pour son travail, disait-elle, en me lançant un regard appuyé. Tout le monde ne comprend pas ce que demande le monde de l'entreprise. Certains préfèrent des voies plus simples, plus créatives. Ce n'est pas grave, bien sûr. Mon père, toujours diplomate, a tenté de m'inclure dans la conversation. Gabriella vient justement de terminer un grand projet de branding. Pour une start-up tech. Comment elle s'appelait déjà, ma chérie? Mais avant que je ne réponde, Vanessa l'a coupé. Oh, David! En parlant de technologie, je t'ai parlé du nouveau partenariat avec Tesla? Daddy dit que c'est le plus gros contrat que notre entreprise ait jamais signé. Et la conversation a continué comme ça. Vanessa coupait la parole, changeait de sujet, et glissait des petites piques déguisées à chaque fois que je parlais. Alors, je me suis concentrée sur le bon déroulement du service. Je vérifiais discrètement les plats, le rythme entre les assiettes, les régimes spéciaux de certains invités. Et c'est pendant l'un de ces allers-retours que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Vanessa venait de quitter la table, prétextant qu'elle devait se rafraîchir un peu. En revenant, je l'ai vue glisser la main dans son grand sac de créateur et ranger quelque chose dans une petite poche intérieure. De mon angle, j'ai aperçu un second portefeuille, différent du portefeuille rouge en cuir qu'elle avait utilisé plus tôt, quand elle avait laissé un pourboire ridicule pour le vestiaire. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un ancien portefeuille qu'elle venait de retrouver dans son sac. Mais la façon furtive dont elle a regardé autour d'elle, comme pour vérifier que personne ne l'avait vue, m'a mise en alerte. Avec les années, j'avais appris à reconnaître les signes avant-coureurs de ces manigances. Chez Vanessa, tout passait par les yeux. Une légère tension. Un éclat calculé. Son regard de complot. Et je l'ai vu à cet instant précis. Un frisson m'a traversé. J'ai envisagé, juste une seconde, de la confronter tout de suite. Mais 3 raisons m'en ont empêché. D'abord, c'était la soirée de mes parents. Ils avaient déjà assez souffert de nos tensions. Ensuite, je ne savais pas encore ce qu'elle préparait. Sans preuve, mes mots auraient sonné paranoïaques. Et enfin, une petite voix en moi murmurait. Parfois, le meilleur moyen de déjouer un piège, c'est de le laisser se refermer. Mais à tes conditions. Alors, j'ai observé. J'ai attendu, gardant un sourire aimable, tandis que mon esprit, lui, tournait à toute vitesse. Après être revenu à table, Vanessa a posé son grand sac à main par terre, juste entre sa chaise et la mienne. Alors qu'il y avait un crochet prévu sous la table pour l'accrocher. Le sac était placé pile à portée de ma main. Un détail qui, franchement, paraissait trop intentionnel pour être un hasard. Pendant tout le plat principal, je discutais chaleureusement avec les invités,
tout en gardant un œil discret sur ce sac. Vanessa le vérifiait plusieurs fois, prétextant chercher son téléphone ou un mouchoir, mais toujours avec ce regard calculateur. Peu importe ce qu'elle préparait. Je voyais bien qu'elle mettait la scène en place. Sauf que, cette fois, pour la première fois depuis des années, je me sentais une longueur d'avance sur elle. La tension dans la salle privée montait doucement. Ce dîner, censé célébrer l'amour de mes parents, prenait des allures de chant de mine émotionnel. Les assiettes d'ossobuco et de pâtes faites main ne semblaient plus qu'un décor lointain. Chaque mot prononcé autour de la table avait l'air de peser une tonne. Et c'est oncle Robert, le frère de papa, qui a lancé la bombe sans le savoir. Alors, David, tu as décidé qui aura le chalet dans le testament? Je ne veux pas être morbide à ton anniversaire. Mais je parlais avec mon conseiller financier de succession familiale. Un lourd silence est tombé. Le chalet du Michigan, hérité depuis 3 générations, était un lieu rempli de souvenirs pour Eric, Julia et moi. Mais c'était aussi devenu une source de tension. Vanessa avait déjà dit qu'elle voulait le moderniser. Le transformer en vraie maison de lac. Autrement dit, se l'approprier. Papa, mal à l'aise, a répondu doucement. Nous n'avons encore rien décidé, Robert. Et ce n'est pas vraiment un sujet pour le dîner. Mais Vanessa n'a pas résisté. Oh, puisque le sujet est sur la table. Eric et moi avons justement parlé de magnifiques projets pour le chalet. Il a besoin de gros travaux. Et nous serions prêts à investir dedans si, enfin, vous voyez. Elle a souri, douce comme le miel. Ce serait un endroit si spécial pour Lucie. Comme pour Eric quand il était petit. L'allusion était claire. Le chalet devait leur revenir. Parce qu'ils avaient un enfant. J'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine. Celle qui revient à chaque fois que Vanessa utilise son statut de mère pour prendre l'avantage. Le chalet est parfait comme il est, ai-je dit calmement. Son charme vient justement de son côté rustique et de son histoire familiale. Le moderniser, ce serait lui enlever son âme. Les yeux de Vanessa se sont légèrement plissés. Voilà exactement la réaction typique de quelqu'un qui résiste au changement. Le chalet a encore une plomberie des années 60, Gabriella. Même toi, tu dois bien voir qu'il faut au moins mettre ça à jour, non? Il y a une différence entre entretenir un lieu et en détruire le caractère, ai-je répliqué doucement. Ma mère, sentant que la tempête arrivait, a vite changé de sujet. Julia, parle-nous de ta promotion à l'hôpital. Mais Vanessa n'avait pas dit son dernier mot. En parlant de carrière, dit-elle après 30 secondes. J'ai lu que les métiers du graphic design sont remplacés de plus en plus vite par l'intelligence artificielle. Gabriella, tu n'es pas inquiète? Ça doit être stressant de travailler dans un domaine en train de disparaître, non? Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était typiquement elle. Lancer une pique, juste assez polie pour sembler innocente, mais suffisamment venimeuse pour me mettre en position de défense. J'ai pris une légère inspiration. Et j'ai répondu avec un sourire tranquille. En réalité, Vanessa, la créativité humaine et la connexion émotionnelle sont justement ce que l'IA ne peut pas reproduire. Mon nombre de clients augmente parce que les entreprises veulent cette touche humaine. Mais merci de t'inquiéter pour ma carrière. La conversation passait d'un ton léger, pleine de jolis souvenirs sur le mariage de mes parents, à des petites piques de Vanessa, toujours dirigées contre moi. Quand le dessert a commencé à arriver, je me sentais épuisée. Pas physiquement, mais émotionnellement vidée, par cette vigilance constante pour garder le calme, tout en esquivant ses attaques avec le sourire. Excusez-moi une seconde, ai-je dit en me levant. Je vais vérifier avec la cuisine pour le gâteau d'anniversaire. En réalité, j'avais juste besoin de reprendre mon souffle. Loin du regard calculateur de Vanessa et de ses remarques cachées derrière des sourires. Je suis sortie sur la petite terrasse du restaurant. Elle était vide. L'air était un peu frais ce soir-là.
Et ça me convenait parfaitement. Je me suis appuyée contre la balustrade de pierre. Et j'ai levé les yeux vers les quelques étoiles qui tentaient de percer la lumière de Chicago. Dans ce moment de calme, j'ai réfléchi à mes options. Je pouvais continuer comme ces 6 dernières années. Ignorer Vanessa, détourner ses attaques et préserver la paix familiale. Ou bien, enfin, la confronter. Mettre les choses au clair, même si cela risquait de gâcher la soirée. Ou peut-être, trouver un juste milieu. Quelque chose qui protège ma dignité. Sans créer de scène. En y pensant, je me suis rappelé ce détail étrange. Le deuxième portefeuille que Vanessa avait glissé discrètement dans son sac. Plus tôt dans la soirée. Quelle que soit son intention. Elle prévoyait de faire quelque chose ce soir. Et ce frisson qui m'a parcouru n'avait rien à voir avec la brise du soir. Après 5 minutes environ, je me suis dit qu'il fallait que je revienne pour ne pas attirer l'attention. En rentrant dans le restaurant, j'ai aperçu Giovanni, le propriétaire, qui parlait à un serveur en montrant notre salle privée. Il m'a vu et m'a fait un petit signe rassurant. Je lui avais expliqué, pendant la préparation, les tensions familiales. Il m'avait promis de garder un œil sur tout. Ce simple geste de soutien a suffi à me redonner un peu de force. Quoi que Vanessa prépare, je garderai mon calme. Quand je suis revenue, le dessert était servi. Un tiramisu délicat, le préféré de ma mère. Mais dès que j'ai repris ma place, j'ai senti que quelque chose avait changé. Vanessa s'était redressée, avec un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. À côté d'elle, Eric paraissait tendu, fixant son assiette comme s'il cherchait des réponses dans la crème au café. Mon père, lui, racontait une anecdote sur leur lune de miel à Venise. Mais Vanessa ne l'écoutait presque pas. Ses yeux allaient de moi à son sac à main, posé entre nos 2 chaises. Je venais à peine de prendre ma première bouchée de tiramisu, quand Vanessa poussa un cri soudain, coupant mon père en plein milieu de sa phrase. Mon portefeuille. Elle porta la main à sa poitrine, dramatique. Je ne trouve plus mon portefeuille. Le silence tomba instantanément autour de la table. Tous les regards se tournèrent vers elle, pendant qu'elle fouillait bruyamment dans son sac. « Tu es sûre de l'avoir pris ?» demanda ma mère, inquiète. « Tu as vérifié dans ton manteau ?» « Bien sûr que je l'ai pris, » répondit Vanessa d'un ton sec, avant de se reprendre, affichant une expression de détresse. « Je l'avais ici, juste là. J'ai payé le vestiaire avec tout à l'heure. Quelqu'un a dû me le prendre. » Elle commença à chercher partout, regardant sous la table, demandant aux autres de vérifier près de leur siège. Mais je remarquai quelque chose. Elle évitait soigneusement que quiconque touche à son propre sac. Là où, j'en étais presque sûre. Le fameux portefeuille était bien caché. « Tu l'as peut-être laissé aux toilettes ?» suggéra Hélène, l'amie de ma mère. « Non, non » s'écria Vanessa, sa voix montant d'un ton dramatique. « Il était ici, dans mon sac, je vous le dis. Il y avait toutes mes cartes de crédit, mon permis de conduire, et même des photos de Lucie, qu'on ne peut pas remplacer. » À mesure que la recherche s'élargissait, les invités se levaient pour vérifier sous leurs chaises. Je voyais bien que Vanessa jetait sans cesse des regards furtifs vers moi, guettant ma réaction. Je gardais un visage neutre, faisant semblant de chercher autour de moi. Même si, au fond, je sentais le piège se refermer. Soudain, Vanessa prit une voix plus grave, presque théâtrale. « Attends. Gabriella, quand as-tu quitté la table tout à l'heure? Et où es-tu allée exactement ?» La question flotta dans l'air, comme un nuage lourd avant l'orage. Certains invités semblaient perdus, ne comprenant pas tout de suite l'allusion. Mais moi, je savais exactement ce qu'elle insinuait. « Je suis juste sortie prendre un peu l'air sur la terrasse », répondis-je calmement. Puis j'ai parlé avec Giovanni à propos du gâteau. Pourquoi cette question? Ses yeux se plissèrent. Je vis dans son regard cette satisfaction froide.
Celle de quelqu'un qui pense avoir parfaitement joué son coup. N'est-ce pas étrange, dit-elle lentement, que mon portefeuille disparaisse juste au moment où tu quittes la table? Et tu es resté dehors un bon moment, non? L'atmosphère changea d'un seul coup. Un silence tendu s'installa. Je pouvais sentir les regards hésitants autour de moi. Les invités commençant à comprendre ce que Vanessa insinuait. Ma mère paraissait bouleversée. Mon père confus et mal à l'aise. Julia, elle, était déjà à moitié debout. La colère visible sur son visage. Mais je croisai son regard et secouai doucement la tête. Non. C'était entre Vanessa et moi. Tu es en train de dire que j'ai pris ton portefeuille? Demandai-je, la voix posée. C'est une accusation grave, Vanessa. Elle ne répondit pas à moi, mais s'adressa à la table entière. Quelqu'un a-t-il vu mon portefeuille? C'est un Prada rouge en cuir, avec une fermeture dorée très reconnaissable. Et, évidemment, de grande valeur. Personne, bien sûr, n'avait rien vu. Et j'étais de plus en plus convaincue que le fameux portefeuille se trouvait toujours là. Dans son sac, soigneusement caché. En attendant son grand moment théâtral. La salle privée de Salvatore s'était soudain figée. Le personnel s'était discrètement retiré. Sentant la tension dans l'air. Même la musique italienne de fond semblait s'être tue. Comme si le restaurant lui-même retenait son souffle. Vanessa se leva lentement. Sa chaise grinça sur le parquet. Un son tranchant. Comme une lame dans le silence. Tous les regards étaient braqués sur elle. Lorsqu'elle se redressa. Transformant son visage inquiet en une expression de colère pure. Théoï, lança-t-elle, me pointant du doigt. Sa voix monta presque jusqu'au cri. C'est Théoï qui a volé mon portefeuille, sale voleuse. Le mot resta suspendu dans l'air. Si absurde, si brutal, que personne ne réagit tout de suite. C'est mon père qui parla le premier. De sa voix d'autorité rare. Vanessa, c'est une accusation très grave. Et tu n'as aucune preuve. Mais Vanessa ne comptait pas s'arrêter. Elle était lancée dans sa scène. Le visage rougi d'une colère. Qui paraissait, pour les autres, sincère. Ça fait des années que je me doute de quelque chose. Dit-elle d'un ton indigné. Des boucles d'oreilles disparues dans notre salle de bain d'amis. De l'argent manquant dans le portefeuille d'Éric. Même la carte cadeau d'anniversaire de Lucie, l'an dernier. Je n'ai jamais rien dit. Je voulais éviter les conflits. Mais là, c'est trop. Je me sentis comme frappée. Non seulement elle m'accusait de vol ce soir. Mais elle me salissait aussi pour le passé. Inventant des histoires que je n'avais jamais entendues. Je tournai la tête vers Éric. Espérant qu'il prenne ma défense. Mais il regardait la nappe. Le visage fermé. Comme s'il voulait disparaître. C'est absolument faux, dis-je enfin. La voix tremblante mais ferme. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit. Qui ne m'appartienne pas. Ni ce soir, ni jamais. Ma réponse ne fit qu'alimenter le feu de sa mise en scène. Vanessa prit un air triste. Presque noble. Comme si elle se sentait enfin justifiée. Je suis désolée, dit-elle en se tournant vers les autres. Mais il fallait bien que la vérité sorte un jour. Tu vois comment elle ment, toujours si parfaite, si innocente. Gabriella, la graphic designer talentueuse. Gabriella, la fille dévouée. Gabriella, celle que tout le monde adore. Mais moi, je sais qui elle est vraiment. Les invités se sont remués, mal à l'aise dans leur siège. Certains avaient l'air perdus, d'autres gênés d'assister à cette scène de family drama. Ma mère avait les larmes aux yeux, et mon père semblait plus vieux que jamais. Les rides sur son visage s'étaient creusées sous la peine. En moi, tout se mélangeait. L'humiliation me brûlait le visage, être accusé ainsi, devant mes amis et ma famille. La colère battait à mes tempes, tant l'injustice était flagrante. Mais sous ces émotions vives, un calme étrange se formait. Je savais ce qui allait venir. J'avais vu le piège se mettre en place, reconnu la mise en scène. Une part de moi voulait hurler la vérité, mais une autre,
plus forte, murmurait. Laisse-la jouer sa carte jusqu'au bout. Je n'apprécie pas qu'on me traite de voleuse ou de menteuse, ai-je dit d'une voix basse et maîtrisée. Et surtout pas pendant la fête d'anniversaire de nos parents. Les yeux de Vanessa brillaient d'un éclat de victoire. Elle croyait que ma retenue prouvait ma faiblesse. Alors elle a lancé son attaque, celle que j'attendais. Eh bien, si tu es si innocente, dit-elle avec un sourire moqueur, tu ne verras pas d'inconvénient à ce qu'on vérifie tes affaires? Avant même que je ne parle, elle s'est penchée vers mes pieds, là où reposait ma petite pochette. J'avais choisi exprès un minuscule sac de soirée, juste assez grand pour mon téléphone, mon rouge à lèvres et mes clés. Rien d'autre. Rien qui puisse prêter à confusion. Ce n'est même pas assez grand pour cacher un portefeuille, fit remarquer Julia, sèchement. Non, répondit Vanessa, redressant la tête avec un sourire de prédatrice. Mais celui-ci, si. Elle attrapa le grand tote bag posé entre nos chaises. Celui que je savais être le sien, mais qu'elle faisait maintenant passer pour le mien. Ce n'est pas mon sac, dis-je calmement. Ah bon, fit-elle en haussant un sourcil parfait. Alors, à qui appartient-il? Il est resté à côté de toi toute la soirée. Avant même que je ne puisse répondre, elle ouvrit le sac d'un geste théâtral. Quand sa main se referma sur l'objet qu'elle cherchait, mon estomac se serra. Je le savais, pourtant. J'avais prévu ce moment. Eh bien, dit-elle, la voix dégoulinante de faux étonnement. Elle tira triomphalement un portefeuille rouge Prada. Qu'est-ce qu'on a là? Mon portefeuille, dans ton sac. Tu vois, je le savais. Un murmure choqué parcourut la table. Ma mère porta la main à sa bouche. Mon père, dévasté, semblait lutter entre son instinct de croire en sa fille et cette preuve évidente sous ses yeux. Gabriella, dit enfin Eric, la voix lourde de confusion et de déception. Comment as-tu pu? Ces mots m'ont transpercé plus que tout. 6 ans d'influence de Vanessa avaient suffi à détruire toute confiance entre nous. Il ne doutait même pas. Vanessa, elle, rayonnait. Elle savourait son triomphe, persuadée d'avoir gagné notre compétition silencieuse. Devant tout le monde, elle pensait m'avoir détruite à jamais. Mais elle ignorait une chose. J'avais vu venir son jeu depuis le début. Le silence qui suivit sa révélation parut durer une éternité. Les regards passaient du portefeuille rouge à moi. Confusion. Déception. Malaise. La fête parfaite de nos parents venait de virer au désastre. Et puis, j'ai fait ce que personne n'attendait. J'ai ri. D'abord un petit rire. Puis un vrai fou rire, incontrôlable. Tout me paraissait soudain absurde. Le piège, la mise en scène, la fierté de Vanessa croyant m'avoir vaincue. Et ce rire? Ce rire a brisé la scène figée. L'expression triomphante de Vanessa vacilla. La confusion, puis la colère remplacèrent sa satisfaction, quand elle comprit que ma réaction n'était pas celle qu'elle attendait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lança-t-elle, furieuse. Je viens de te surprendre la main dans le sac, en train de voler mon portefeuille, et toi, tu ris. Je pris une grande inspiration pour me calmer, même si un léger sourire restait sur mes lèvres. Je ris, Vanessa, parce que ce n'est pas ton sac. Et nous le savons toutes les deux. Ton sac, il est juste là. Je pointai du doigt le designer tote posé entre nos chaises. C'est toi qui l'as mis là, exprès. Et c'est toi qui y as glissé ton deuxième portefeuille tout à l'heure. Son visage pâlit légèrement, mais elle se reprit vite. De quoi tu parles? C'est évidemment ton sac, et mon portefeuille était dedans. En réalité, dis-je calmement, si tu regardes à l'intérieur, tu trouveras des choses qui t'appartiennent, pas à moi. Peut-être ton poudrier gravé de tes initiales, ou ta marque préférée de gel désinfectant. Ou même ce petit carnet où tu notes toutes les offenses familiales à ressortir plus tard. Depuis des années, j'observais Vanessa. Chaque manie, chaque détail que les autres ignoraient. Et le bref éclat de surprise dans ses yeux me prouva que j'avais visé juste. Tu essaies juste d'embrouiller tout le monde, protesta-t-elle. Mais sa voix avait perdu de sa force. Le fait est que mon portefeuille était dans ce sac, à côté de toi. Oui, répondis-je. Dans ton sac?
Celui que tu as soigneusement placé pour faire croire qu'il m'appartenait? Après que je t'ai vu y glisser un deuxième portefeuille quand tu es revenu des toilettes. Des murmures choqués parcoururent la table. Je vis ma mère passer de la détresse à la confusion. Et mon père, de la déception à la réflexion. C'est absurde, souffla Vanessa. Mais une pointe de panique vibrait dans sa voix. Pourquoi j'aurais deux portefeuilles, hein? Excellente question, répondis-je doucement. Moi aussi, je me la suis posée quand je t'ai vu cacher quelque chose dans ce sac. Au début, j'ai cru que tu avais retrouvé un vieux portefeuille. Mais ensuite, j'ai vu comment tu avais placé le sac, juste entre nous. Et comment tu ne cessais de m'observer pendant le dîner. Avec ce regard calculateur que tu as quand tu prépares un coup. Je me tournai alors vers l'ensemble de la table. Ce que Vanessa ne sait pas, c'est que je l'étudie depuis 6 ans. Je reconnais quand elle prépare une mise en scène. Je n'avais simplement jamais eu de preuves, jusqu'à ce soir. C'est ridicule, s'écria Vanessa. Tu inventes tout ça pour couvrir ton vol. En fait, dis-je, il y a un moyen simple de trancher. Je me tournai vers le fond de la salle, où Giovanni, le propriétaire du restaurant, observait la scène en silence. Giovanni, tu veux bien rappeler à tout le monde ce dont on a parlé en préparant la soirée? Giovanni s'avança, mal à l'aise d'être mêlé à ce family drama. Quand Miss Williams a organisé cet événement, dit-il, elle m'a demandé quelles mesures de sécurité nous avions. Je lui ai expliqué qu'après un vol l'an dernier, nous avons installé des caméras discrètes dans toutes les salles privées. Elles protègent surtout les affaires des clients, mais elles filment en continu. Le sang quitta aussitôt le visage de Vanessa. Un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Tu savais, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Tu savais qu'il y avait des caméras, et tu m'as laissé faire? Je savais, confirmai-je doucement. Je ne savais pas exactement ce que tu préparais. Mais quand je t'ai vu cacher quelque chose, j'ai eu des doutes. Je ne pensais simplement pas que tu oserais aller jusqu'à m'accuser publiquement de vol. Eric, mon frère, écoutait en silence, horrifié. Puis il se leva brusquement. Giovanni, pouvons-nous voir ces enregistrements maintenant? Bien sûr, répondit Giovanni. Ils sont accessibles dans mon bureau. Ce n'est pas nécessaire. Lança Vanessa d'une voix trop aiguë. Tout ça a pris des proportions insensées, c'était juste un malentendu. Mais Eric marchait déjà vers Giovanni. Le visage fermé. Je veux voir la vidéo. Maintenant. Je restais assise, immobile, pendant qu'ils quittaient la salle avec mon père et Giovanni. L'atmosphère qu'ils laissèrent derrière eux était lourde, presque suffocante. Vanessa restait debout, les mains crispées sur le dossier de sa chaise, les jointures blanches de tension. Ma mère regardait tour à tour entre nous, le visage impossible à lire. Julia, elle, avait ce petit sourire discret, celui de quelqu'un qui sait que la vérité commence enfin à éclater. Les minutes s'étiraient, interminables. Personne ne parlait. Les invités restants se tortillaient sur leur siège, visiblement mal à l'aise. On sentait qu'ils auraient voulu partir, fuir cette scène gênante. Mais la politesse les retenait prisonniers de ce silence pesant. Puis la porte s'ouvrit. Eric entra. Son visage était fermé, plus dur que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux, froids, se posèrent sur sa femme. Les caméras ont tout enregistré, dit-il d'une voix glaciale. On te voit prendre un portefeuille dans ton sac, le glisser dans le tote bag, puis placer ce sac entre vos chaises. On te voit vérifier plusieurs fois que Gabriella ne t'a pas vu. Et enfin, on te voit sortir le portefeuille pendant ta mise en scène. Tous les regards se tournèrent vers Vanessa. Son visage, cette fois, exprimait une peur réelle. Eric, je peux t'expliquer, commença-t-elle, la voix tremblante. Non, coupa-t-il sèchement. Inutile. On en parlera à la maison. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais attendu ce moment pendant des années. Le moment où la vérité serait enfin mise en lumière? Où quelqu'un, dans ma propre famille, verrait Vanessa telle qu'elle est vraiment. Mais étrangement, je ne ressentis ni triomphe, ni vengeance. Seulement une profonde tristesse.
Tristesse pour mon frère, et pour ma nièce. Je me levai lentement. Tous les regards se tournèrent vers moi. Maman, papa, dis-je doucement. Je suis tellement désolée que tout cela se soit produit ce soir. Cette soirée devait célébrer vos 40 ans d'amour et de fidélité, pas se transformer en drame familial. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Mais ce n'étaient plus les mêmes larmes qu'avant. Oh, Gabriella, murmura-t-elle, c'est à nous de te demander pardon. On aurait dû comprendre plus tôt. Je contournai la table pour la prendre dans mes bras. Et, dans cette étreinte, je sentis enfin un poids immense se lever de mes épaules. Quelle que soit la suite, la vérité était maintenant à l'air libre. Le reste du dîner d'anniversaire se déroula dans une ambiance étrange, presque irréelle. Vanessa resta figée sur sa chaise, ne touchant presque pas à son dessert. Tandis qu'Éric, à côté d'elle, gardait un silence glacial. La petite Lucie, sentant la tension sans la comprendre, s'agitait de plus en plus. Jusqu'à ce que Julia propose gentiment de l'emmener marcher dehors. Mes parents tentèrent vaillamment de sauver un peu la soirée. Remerciant les invités, partageant des souvenirs heureux. Mais l'émotion sous-jacente était impossible à ignorer. Leurs amis les plus proches firent de leur mieux. Lançant des conversations, évoquant de vieux souvenirs, et parvinrent à recréer quelques instants sincères de chaleur au milieu du malaise. Quand la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, chacun venait me voir avec un regard différent. Certains murmuraient des excuses pour avoir douté de moi. D'autres se contentaient de presser ma main, ou mon épaule, en signe silencieux de soutien. Hélène, la meilleure amie de ma mère, me prit dans ses bras. J'ai toujours su que cette femme était un problème. Me souffla-t-elle à l'oreille, d'un ton ferme. Tu as bien fait de tenir bon. Mon père, lui, paraissait bouleversé. Son visage semblait soudain plus vieux, plus fatigué. Alors qu'il aidait ma mère à enfiler son manteau, je le vis poser une main douce et protectrice sur son dos. Comme si cette soirée venait de lui rappeler à quel point les liens familiaux sont fragiles et précieux. Quand il ne resta plus que la famille proche. Mon père prit enfin la parole. Je te dois des excuses, Gabriella, dit-il d'une voix lourde de regret. Nous avons vu la tension entre toi et Vanessa depuis des années. Mais nous nous disions que c'était normal, entre belles-sœurs. Jamais nous n'aurions imaginé que cela allait si loin. Ma mère hocha la tête, les yeux embués de larmes. On aurait dû te protéger. On voulait tellement préserver la paix qu'on n'a pas vu qu'il la détruisait vraiment. Ce n'est pas votre faute, les rassurai-je doucement. Vanessa est très douée pour montrer une image à certains, et un tout autre visage aux autres. Et je n'ai jamais voulu forcer qui que ce soit à choisir un camp. Éric, qui était resté silencieux près de la porte en attendant que Vanessa revienne des toilettes, là où elle s'était réfugiée après que Julia ait ramené Lucie, s'approcha enfin. Je dois te parler, dit-il d'une voix rauque, chargée d'émotion. Seul à seul, si c'est ok. Nous sommes sortis sur le même patio où j'étais allé plus tôt pour reprendre mon calme. La nuit était devenue plus fraîche, et j'ai croisé les bras pour me protéger du froid. Éric resta un long moment à regarder les lumières de la ville avant de parler. Je ne sais même pas par où commencer, finit-il par dire. J'ai l'impression d'être le plus grand idiot du monde. Tu n'es pas un idiot, répondis-je doucement. Tu es quelqu'un qui voulait croire au meilleur chez la personne qu'il aime. Il n'y a rien de stupide à ça. Il secoua la tête brusquement. Arrête d'être aussi compréhensive. Je ne le mérite pas. Pendant des années, j'ai ignoré ce que tu ressentais, j'ai défendu son comportement, je t'ai même accusé d'être jalouse ou difficile. Et tout ce temps. Sa voix se brisa. Tout ce temps, elle essayait délibérément de te blesser, de nous séparer. J'avais imaginé ce moment de reconnaissance tant de fois au fil des années, mais maintenant qu'il arrivait, je n'éprouvais aucune satisfaction. Seulement de la tristesse pour mon frère. Qu'est-ce que tu vas faire, demandai-je doucement. Éric passa une main sur son visage, l'air soudain épuisé. Je ne sais pas. Je dois penser à Lucie, à ce qui est le mieux pour elle. Mais je sais que je ne peux pas juste faire comme si rien ne s'était passé. Ce que Vanessa a fait ce soir, ce n'était pas une erreur passagère.
C'était réfléchi. Cruel. Et ça me fait me demander de quoi elle est encore capable. Avant que je ne puisse répondre, la porte du patio s'ouvrit. Vanessa apparut. Son maquillage venait d'être refait, mais il ne cachait pas les traces rouges autour de ses yeux, ni la tension dans sa mâchoire. La voiture est là, dit-elle à Eric d'une voix dure. Lucie est fatiguée. Eric la regarda longtemps. Et je vis dans son regard quelque chose changer. Une dureté nouvelle, que je n'avais jamais vue avant. Rentre avec Lucie, dit-il calmement. Je rentrerai avec mes parents ou avec Gabriella. On a besoin d'un peu d'espace ce soir. La façade de Vanessa se fissura, laissant apparaître une panique brève. Eric, s'il te plaît. Il faut qu'on parle de tout ça. Oui, répondit-il. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin d'encaisser ce que j'ai vu sur ces images de sécurité. Un silence tendu suivit. Puis, sans un mot de plus, Vanessa hocha la tête, raide, et s'éloigna. Le bruit de ses talons résonna sur le parquet avant de disparaître. Quand elle fut partie, Eric se tourna vers moi. Je suis tellement désolé, Gab. Je sais que ces mots ne suffisent pas, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je pris sa main et la serrai doucement. C'est suffisant pour ce soir. Le reste, on le gérera ensemble. Quand nous sommes rentrés, nos parents et Julia nous attendaient. Tous les 5, notre famille, sans Vanessa pour nous diviser, nous sommes restés un moment, silencieux, unis. Puis Julia, fidèle à elle-même, brisa le silence. Eh bien, je crois que c'était le dîner d'anniversaire le plus dramatique de l'histoire. Félicitations, maman et papa. Celui-là, vous ne l'oublierez pas. Étonnamment, cette phrase détendit l'atmosphère. Mon père éclata de rire, ma mère sourit à travers ses larmes, et même Eric esquissa un sourire fatigué. Nous avons rassemblé nos affaires, remercié Giovanni pour sa discrétion et son aide, puis nous sommes sortis dans la nuit fraîche. Sur le trottoir, alors que nous disions au revoir, ma mère me serra fort dans ses bras. Je suis si fière de toi, murmura-t-elle. Tu as gardé ta dignité dans une situation impossible. J'ai appris des meilleurs, lui ai-je murmuré en la serrant fort dans mes bras. Plus tard, en rentrant seul chez moi, les événements de la soirée repassaient en boucle dans ma tête. La satisfaction d'avoir enfin vu la vérité éclater se mêlait à l'inquiétude que je ressentais pour mon frère et pour ma nièce. Les histoires de famille sont toujours compliquées, et je savais que les révélations de ce soir auraient des conséquences profondes pour nous tous. Mais pour la première fois depuis 6 ans, je sentais un poids se lever de mes épaules. Je n'avais plus besoin de me défendre, de douter de moi-même, ou de marcher sur des œufs autour de Vanessa. Tout cela était en train de changer. La vérité a sa propre force, et une fois révélée, on ne peut plus la cacher. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis versé un petit verre de vin. Assise près de la fenêtre, face aux lumières de la ville, j'ai levé mon verre dans un toast silencieux. À mes parents et à leurs 40 ans de mariage, à la vérité, et à l'avenir incertain mais plein d'espoir de notre famille. Dans les semaines qui ont suivi ce fameux dîner d'anniversaire, notre famille a traversé une période de transformation difficile, mais nécessaire. Les jours qui ont suivi furent aussi compliqués que je l'avais imaginé. Eric s'est installé temporairement dans la chambre d'amis chez nos parents, expliquant à Lucie que papa devait aider grand-père sur quelques projets. Une excuse fragile, que la petite fille de 4 ans ne croyait pas vraiment, mais qui adoucissait un peu la réalité pendant que les adultes essayaient de remettre de l'ordre après les mensonges de Vanessa. De son côté, Vanessa a changé de stratégie plusieurs fois pour tenter de sauver la situation. D'abord, elle a joué la carte des larmes, disant qu'elle avait eu une crise passagère à cause du stress. Quand personne n'a voulu l'entendre, elle a essayé de minimiser ses actes, prétendant que tout le monde exagérait pour ce qui n'était qu'une mauvaise blague. Et quand tout cela n'a pas marché, elle a montré son vrai visage, froid, calculateur. Elle a engagé un avocat de divorce hors de prix et a menacé de limiter l'accès d'Eric à Lucie s'il décidait de se séparer d'elle. Mais ce dernier coup s'est retourné contre elle. Les enregistrements de sécurité du restaurant que Giovanni, le propriétaire, avait conservé prouvaient clairement que Vanessa avait voulu me piéger et salir ma réputation.
Quand l'avocat d'Eric a expliqué que ces preuves montraient un comportement manipulateur important dans une affaire de garde d'enfants, Vanessa a vite changé d'attitude. 3 mois après le dîner, Eric avait officiellement demandé le divorce et emménagé dans son propre appartement. Il avait trouvé avec Vanessa un fragile équilibre de coparentalité, Lucie passait la moitié du temps avec chacun d'eux. Cette transition fut la plus difficile pour la petite. Elle ne comprenait pas pourquoi sa famille s'était soudainement brisée. J'ai fait tout mon possible pour garder un lien fort avec elle. On allait au zoo, dans les musées pour enfants, ou jouer au parc les jours où elle était avec Eric. Un après-midi, alors qu'on partageait une glace sur un banc, elle m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. Tati Gabi, est-ce que maman a fait quelque chose de mal? La question m'a prise au dépourvu. J'ai choisi mes mots avec soin. Tu sais, parfois, les grands font des erreurs dans la façon dont ils se comportent entre eux. Ta maman et ton papa ont des problèmes de grands à régler, mais ils t'aiment tous les deux, très fort. Et ça ne changera jamais. Lucie a réfléchi un instant, puis a hoché la tête avec ce calme naturel des enfants devant les choses compliquées. Papa est souvent triste maintenant, a-t-elle dit doucement. Mais il sourit plus quand tu viens. Ces mots m'ont serré le cœur. Ma relation avec mes parents a aussi changé pendant cette période. Mon père, l'éternel enseignant, a pris toute cette histoire comme un échec personnel. J'aurais dû voir ce qui se passait, m'a-t-il confié un soir. J'ai observé des élèves et leur comportement pendant 35 ans, et je n'ai rien vu venir dans ma propre famille. Papa, lui ai-je répondu doucement, Vanessa a trompé beaucoup de monde pendant longtemps. C'était son talent. Ma mère, toujours si maternelle, s'est concentrée sur une seule chose, réparer les liens familiaux qui avaient été brisés. Elle a instauré des dîners de famille chaque semaine sans Vanessa où, peu à peu, nous avons réappris à parler vraiment les uns avec les autres. Au début, c'était maladroit, un peu forcé. Eric, surtout, restait très silencieux. Mais avec le temps, ces repas sont devenus un refuge, un espace où la sincérité et la tendresse pouvaient enfin respirer de nouveau. Julia, fidèle à elle-même, a abordé la situation avec son habituelle franchise. Ça fait 6 ans que j'attends de pouvoir te dire, je te l'avais bien dit, a-t-elle lancé à Eric pendant un dîner. Mais maintenant que je peux, eh bien, ce n'est pas aussi satisfaisant que je l'imaginais. Sa remarque, honnête et pleine d'humour, a brisé une partie de la tension. Eric a ri, peut-être son premier vrai rire depuis cette fameuse soirée. Quant à moi, la vérité que j'avais tant attendue m'a apporté une libération, mais aussi des émotions complexes. Pendant des années, j'avais transformé ma colère et ma frustration envers Vanessa en créativité, mettant toute cette énergie dans mon travail de graphic designer. Mais maintenant que tout était enfin dit, je ne savais plus vraiment où diriger cette force. Les premières semaines après le dîner ont été un vrai tourbillon émotionnel. Du soulagement parce que la vérité était sortie. De la colère pour toutes ces années de manipulation. De la culpabilité face à la douleur de mon frère. Et de l'anxiété quant à ce que l'avenir nous réservait. Il y avait des nuits où je restais éveillée, revivant chaque moment passé avec Vanessa. Voyant enfin avec clarté à quel point ses gestes avaient été calculés dès le début. C'est pendant cette période que j'ai décidé de consulter une thérapeute. Le docteur Catherine Torres, une spécialiste des dynamiques familiales et de la reconstruction émotionnelle. Son aide a été précieuse. Ce que vous avez vécu, m'a-t-elle expliqué un jour, c'est une forme d'abus psychologique. Quand vos émotions sont niées ou minimisées encore et encore, vous finissez par douter de votre propre réalité. On appelle ça du gaslighting. Et la guérison demande du temps. Grâce à elle, j'ai commencé à retrouver confiance en moi. J'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant les années Vanessa. Beaucoup d'entre eux avaient senti que quelque chose n'allait pas, mais ne savaient pas comment m'aider. J'ai aussi pris soin de moi. Des promenades le long du lac Michigan, un cours de poterie que j'avais toujours voulu essayer, et le simple plaisir de lire un bon livre sans culpabilité. Sur le plan professionnel, cette nouvelle énergie a transformé mon travail. J'ai pris plus de risques, osé des idées plus audacieuses. Et, à ma grande surprise, ce sont ces projets-là qui ont le plus touché mes clients. En 6 mois, j'avais signé 2 grands contrats avec des marques nationales.
Et j'avais engagé ma première employée pour m'aider à gérer la charge de travail. Mais la plus grande étape de ma guérison est venue d'une source inattendue. Environ 4 mois après le dîner, j'ai reçu un message d'une femme nommée Sophia. Elle se présentait comme l'ancienne colocataire de Vanessa à l'université. Elle avait entendu parler de toute cette histoire par des amis communs et voulait me rencontrer. Parce que, m'a-t-elle écrit, j'ai été à ta place. Autour d'un café, dans un petit endroit calme. Sophia m'a raconté son expérience avec Vanessa pendant leurs années d'université. Et les similarités étaient frappantes, les mêmes manipulations, le même charme toxique. Les mêmes petits jeux destinés à diviser les gens autour d'elle. C'était à la fois troublant et incroyablement libérateur. À la manipulation subtile. La manière soigneusement calculée de se faire des alliés. Les petits coups cachés, les scénarios élaborés pour faire passer Sophia pour instable ou peu fiable. Notre conversation a été à la fois libératrice et réconfortante. C'était la preuve que tout ce que j'avais vécu n'était ni isolé, ni imaginaire. Il m'a fallu des années pour refaire confiance à mes propres perceptions, après avoir vécu avec elle, m'a confié Sophia. Mais tu sais ce qui m'a le plus aidé ? Trouver d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Savoir que je n'étais pas seule. Ces mots m'ont profondément touchée. Inspirée par cette rencontre, j'ai créé un petit groupe de soutien privé. Pour les personnes cherchant à se reconstruire après une relation avec quelqu'un de manipulateur. Nous nous réunissions chaque mois, dans un centre communautaire. Chacun racontait son histoire, partageait ses émotions, ses stratégies pour guérir. Et, en aidant les autres, j'ai trouvé ma propre voie vers la paix. J'ai transformé la douleur en force, la souffrance en sang. Quand la première année après ce dîner fatidique est arrivée, je me suis surprise à réfléchir à tout ce qui avait changé. Eric sortait à nouveau, prudemment, avec une institutrice qu'il avait rencontrée à l'école de Lucie. Mes parents semblaient plus légers, plus complices. Leur amour renforcé par cette épreuve traversée ensemble. Julia, de son côté, venait d'obtenir une promotion à l'hôpital. Et songeait à faire un master en administration infirmière. Et moi ? J'avais appris des leçons qui allaient marquer toute ma vie. J'avais appris la valeur de la patience. Celle du calme réfléchi, de l'attente du bon moment. Plutôt que de réagir à chaud face à la provocation. J'avais compris que parfois, la réponse la plus puissante à la manipulation, c'est simplement de laisser la vérité se révéler d'elle-même. Mais surtout, j'avais compris une chose essentielle. Rester fidèle à sa vérité, même quand personne ne vous croit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Pendant des années, j'avais choisi le silence, pensant que préserver la paix voulait dire ne rien dire. Aujourd'hui, je sais que la vraie harmonie ne peut exister que là où la vérité est respectée. La dernière fois que j'ai vu Vanessa, c'était à la fête d'anniversaire des 5 ans de Lucie. Un événement neutre, soigneusement organisé dans une aire de jeu pour enfants. Nos regards se sont croisés. On s'est salué d'un léger signe de tête. Sans un mot. Elle affichait ce sourire poli. Celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Et je me suis demandé, brièvement, si elle avait déjà trouvé de nouvelles cibles pour ses manipulations. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais retrouvé ma voie, ma famille, et ma force. Ce chemin à travers la douleur m'avait mené vers une solidité plus vraie, plus profonde. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon de toutes. Parfois, la plus grande croissance naît de nos blessures les plus profondes. Les expériences qui semblaient vouloir nous briser peuvent devenir les fondations d'une version plus forte, plus authentique de nous-mêmes. Si nous avons le courage de les affronter. Et la sagesse d'en tirer un sens. Et toi ? As-tu déjà connu une situation où quelqu'un a essayé de te manipuler ? Comment as-tu réagi ? Et qu'as-tu appris de cette expérience ? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit t'a touché, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci.